Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Ping. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Alice Barbe, qui est la cofondatrice de Singa et la cofondatrice de l'Académie des futurs leaders. Et donc, on va parler de leadership, naturellement. Je pense que tu es hyper bien placé pour le faire. On dit que pour être un leader, il faut avoir beaucoup de courage, d'audace. Comment, à 25 ans, tu trouves l'audace de cofonder une fondation comme Singa? Et peut-être tu peux expliquer ce que c'est que Singa aussi, bien sûr. Ouais, alors Singa, c'est une ONG qui travaille sur l'innovation et la migration. C'est le plus gros réseau d'incubateurs en Europe qui accompagne à la fois des entrepreneurs qui sont réfugiés, mais aussi tout entrepreneur qui a envie de créer quelque chose de beau et d'utile autour de la migration. Et alors, comment on se trouve à 25 ans cofondatrice d'une ONG internationale? Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, je me suis retrouvée là par défaut aussi. J'avais deux super potes qui, comme moi, voulaient travailler dans les relations internationales, dans des institutions, et qui avaient lancé cette idée de travailler sur l'entrepreneuriat et l'accueil des personnes réfugiées. Et moi, je me retrouve dans cette aventure au tout départ. On est une bande de copains et on fait des rencontres. On fait des rencontres de personnes locales, mais aussi de personnes réfugiées. On les appelle migrants, demandeurs d'asile, etc. Et on parle et on se dit, il y a sacrément de choses à changer autour de la migration. Je fais petit à petit le constat par l'expérience que on est dans un système qui peut se révéler raciste by design. Que les choses sont pensées aussi. Et je crois que c'est un grand sujet aujourd'hui sur la crise ukrainienne, le traitement différencié d'accueil des personnes qui fuient leur pays. Et donc on se retrouve avec une bande de copains à se dire on va faire des choses ensemble. Et au début on est 30, puis 300, puis 3000, et puis aujourd'hui il y a 50 000 personnes dans Singa. On a appris en marchant, et puis tu sais justement à 25 ans. C'est ça. Tu vois la naïveté qu'il y a chez quelqu'un qui a 25 ans. Je te pose la naïveté ici, puis je te mets le concept du syndrome de l'imposteur à côté. Je me retrouve très vite directrice générale d'une organisation qui se développe dans plein de pays, tout en me disant je suis pas capable. Et d'ailleurs, à plein de moments, j'ai pas été capable, sans savoir manager des équipes, ce qu'on appelle la RH. Je me retrouve évidemment dans tout un tas d'enjeux financiers, politiques. Et tout ça, c'était de l'apprentissage en marchant. Et je crois que ça aurait pas pu se faire sans les gens de Singa, et pas juste les salariés. Aujourd'hui, il y a 100 salariés, mais il y a de ces milliers de personnes qui croient en un projet qui nous dépasse et qui est plus grand que moi ou que le concept de leader. Bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais que... Ça fait combien d'années? Donc ça fait, que je dise pas de bêtises, 8 ans, c'est ça, de Singa? 10. 10 ans. Qu'est-ce que tu as appris dans ces 10 ans en termes de leadership, de management? Avec Singa, j'ai appris qu'on pouvait vite en chier si on n'écoutait pas assez les voix dissidentes. Quand tu te retrouves, on s'est très vite retrouvés à l'Élysée, Fellow Ashoka, etc., un peu encensés, un travail encensé, notamment depuis 2015, où on a été très médiatisé sur notre plateforme d'accueil chez l'habitant de personnes réfugiées. C'est pas ça qui fait de toi un leader, c'est pas ça qui fait de toi quelqu'un de compétent. Au contraire, c'est les moments où on te dit que tu fais mal ton travail, on remet en question ton travail, on te dit que finalement, tu as pris de mauvaises décisions. Et être capable de dépasser ça, ça peut être très violent, parce que quand tu es entrepreneur, parfois, tu fais plus la différence entre le projet et toi. Quand on attaque le projet, c'est toi qu'on attaque. Donc, moi, j'ai beaucoup eu de choses à régler en termes d'angoisse, d'insomnie. Mon psy pourrait en parler pendant des heures, quoi. De parler de Singa en permanence, de mes relations avec mes associés, avec les cofondateurs, avec les équipes. La première fois qu'il y a eu un burn-out, la première fois que j'ai dû licencier quelqu'un. Et en fait, à chaque fois que tu traverses ces crises, et parfois avec beaucoup de souffrances collectives ou individuelles, t'en sors aussi grandi, parce qu'il faut savoir justement accepter la remise en question absolue et totale du travail que tu fais. Est-ce que justement, tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui te disent que t'as merdé, que t'as pas bien fait, c'est humain en fait, parce que en fait, personne ne fait parfaitement, ça veut rien dire.
Est-ce que justement, il n'y a pas besoin d'avoir un contre-pouvoir dans les décisions qu'on prend pour être certain qu'on va dans la bonne direction? J'aimerais tellement qu'il y ait une recette miracle. J'ai posé la question avant l'académie et avant de partir chez Obama. Je suis allée voir j'avais déjà un début d'intuition. Je suis allée voir pas mal de ministres, de secrétaires d'État ou des gens qui avaient exercé ces fonctions. Et je leur posais toujours cette question, comment tu fais quand tu es à ce niveau-là de visibilité, quand il y a des gens que tu connais même pas, qui te détestent et t'insultent sur les réseaux sociaux, comment tu fais pour tenir? Et puis ils m'ont dit, chacun a sa stratégie, on s'entoure du top 5 des personnes sur qui on peut le plus compter. Oui, d'accord, mais est-ce que ces personnes-là peuvent te remettre en question? C'est ça. Est-ce que finalement tu perds pas le contact avec le terrain et les gens que tu veux défendre et ceux que tu veux protéger? Et puis finalement, comment tu fais dans ta vie privée aussi, quand tu es très visible, quand tu es débordé. Et je crois qu'il y a plusieurs enjeux et plusieurs stratégies à mettre en place. Pour ma part, ça a été l'ancrage, la santé mentale, la méditation, ma famille, mes amis. Puis il peut y avoir aussi un moment où tout ça s'écroule en fait, et tout ça marche plus. Et réapprendre à avoir cette discipline-là, de self-care radicale, c'est très compliqué aussi. Ça peut être compliqué d'ailleurs quand tu t'y remets. C'est comme le sport, tu vois, t'as laissé tomber pendant 1 an, puis du jour au lendemain, tu vas aller courir. En fait, t'en chies quand tu vas aller courir. C'est clair. C'est au bout de 3 semaines de pratique que ce sera plus simple. Mais se mettre et se remettre à la discipline de prendre soin de soi, de sa santé mentale pour être le plus efficace pour les autres, c'est fondamental. Il y a un point que tu touches là, quand tu dis, et c'est hyper intéressant parce que souvent les gens font du développement personnel, on va appeler ça comme ça, pas tant pour être bien pour les autres, mais pour être bien, point. Et c'est justement là qu'il y a un petit problème, c'est que effectivement, le capitalisme, l'individualisme nous a amenés vers cette logique de développement personnel, mais pour devenir une meilleure personne, mais pas tant pour les autres, mais pour soi-même. Et ce que tu dis toi, c'est en fait, tout l'enjeu, c'est comment tu fais pour donner aux autres, finalement, c'est ça? C'est la base. Si tu veux servir ta communauté, et ça, c'est la première chose premier jour, premier échange, première minute avec Barack Obama, c'est la première chose qu'il m'a dite. C'est la discipline de prendre soin de soi pour servir sa communauté. On n'est pas là pour sauver le monde à titre individuel. On est là pour amplifier des voix, utiliser les privilèges ou le pouvoir qu'on peut avoir pour le mettre au service d'eux. Et ça, pour moi, c'est la définition de la politique, de la représentation politique. Ce qu'on fait aujourd'hui avec l'Académie des futurs leaders, c'est accompagner une nouvelle génération de leaders politiques en faisant appel à des personnes qui, aujourd'hui, se démarquent par leur exemplarité sur le terrain, dans des combats sur la justice sociale, environnementale, sur le renouveau démocratique, parfois au péril de leur vie. Je pense à Stéphane Ravaclet qui a fait 11 jours de grève de la faim pour sauver son apprenti, mais aussi Priscilla Ludowski qui a initié les Gilets jaunes, qui en a été la porte-parole. C'était pas simple tout ça. Et dans l'accompagnement qu'on leur propose, il y a ce côté de dire en fait vous êtes au service d'eux, et ça on le questionne même pas, mais comment on peut vous aider à amplifier les choses. Tu parlais tout à l'heure de pouvoir, c'est quoi ta relation au pouvoir? Tu dirais quoi? Je crois qu'il ne faut pas se mentir, on a tous un désir de pouvoir. Et qui est lié à des raisons diverses et variées. Le pouvoir, ça fait plaisir et ça peut aussi être dangereux, ça peut mener à l'hubris, un peu le péché d'ego, de se dire, bon, là, je suis bien, je suis en position de pouvoir, je vais pouvoir en profiter. Et avoir... Enfin, moi, je pense qu'il faut en permanence et constamment savoir se remettre en question. Et pour revenir sur l'enjeu politique, la question que tu posais tout à l'heure, développement personnel pour soi, pour les autres, aujourd'hui, qui sert les autres? De qui c'est le métier, fondamentalement? C'est les gens pour qui on vote, qui vont représenter l'intérêt général, le bien commun. Moi, j'ai jamais vu des personnes élues et dans les plus hautes sphères de pouvoir pratiquer des méthodes de développement personnel. Ou s'ils le font, j'en ai jamais vu en parler. Et quand, au départ, j'ai commencé à parler de l'Académie des futurs leaders, du concept, il va y avoir des cours, il va y avoir des super poids lourds politiques, des artistes, etc. Mais il va surtout y avoir une grosse partie de développement personnel.
il y a une espèce de vieux monde institutionnel, un peu monochrome et viriliste, qui m'a rayonnée. J'ai dit, quoi, de la méditation? Elle dit, bah oui, je pense que c'est un peu important, en fait, de savoir méditer quand tu as en face de toi la possibilité, enfin, le destin de tout un pays, de toute une nation, de tout un continent. Quand tu te retrouves aux manettes, quand tu te retrouves au pouvoir et que tu dois protéger les gens, bah, c'est plutôt important, je pense, de savoir dans quoi tu t'ancres. Clairement. Et tu parlais justement de viriliste. Tu penses quoi de cette expression de leadership au féminin? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est un truc qui résonne? Ou est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de différence? C'est une bonne question. J'aimerais croire qu'il n'y a pas de différence. Et c'est une conversation qui peut m'apparaître un peu éternelle parce que il y a des femmes au pouvoir. Est-ce que pour y arriver, elles ont dû faire un certain nombre de sacrifices, de concessions, de fermer les yeux sur les violences qu'elles ont pu vivre? Je pense que la réponse est oui. Il y a une forme de domination masculine dans le pouvoir qui entraîne malheureusement une forme involontaire de soumission féminine. Donc si on inversait la tendance, ou pas si on l'inversait, on n'a pas envie de domination supplémentaire, mais si on égalisait tout ça, ben, je me demande si ça changerait fondamentalement. Donc est-ce qu'il y a un leadership au féminin? Ça me fait un peu peur, tu vois, les clichés de la femme, expression que j'abhorre, la femme, qu'il y a un féminin qui serait plus dans le care, qui serait plus dans le fait de prendre soin, plus dans l'empathie, plus dans la compassion. J'en sais rien, mais j'attends de voir. Et j'aimerais voir, ouais. J'aimerais bien voir ce que ça donne, au moins. Mais toi, tu l'as expérimenté en tant que femme aussi, tout simplement chez Singa, non? Enfin, j'imagine que il doit y avoir... Tes deux cofondateurs, c'est des hommes, si je ne me trompe pas. Donc, il y a peut-être une différence. Je ne sais pas, en fait. Et moi, j'ai certainement pas envie d'être, tu sais, comme on dit... Très, voilà, les femmes c'est comme ça, les hommes c'est comme ça, parce que enfin, en tout cas j'y crois pas, donc je ne suis certainement pas défendre cette idée. Mais est-ce que toi t'as vu dans ton expérience un traitement différent qui sera lié à l'éducation plutôt Je crois que l'enjeu autour... Il y a deux enjeux ici dans mon expérience avec Singa et avec les cofondateurs. Le premier, c'est l'enjeu du sexisme. D'ailleurs, c'est le deuxième. Le premier, c'est l'enjeu du racisme. Et on était tous les trois blancs aussi. Pour créer une organisation leader en Europe sur la migration, trois blancs, très vite, dès le départ, dans le conseil d'administration, on a proposé à des personnes réfugiées de prendre la tête en fait, de l'organisation. Et donc, il y a ce premier enjeu de déconstruction personnelle, de cheminement personnel, parce qu'il y a 10 ans... trois blancs qui créent une organisation sur la migration, ça posait de problème à personne. Puis petit à petit, on s'est aperçu que peut-être c'en était un, et on a, je crois, appris à, et c'est un cheminement continu, à déconstruire le racisme, parfois inconscient, que je pouvais aussi, en tant que manager, en tant que directrice, produire. Sur le sexisme, c'est la même chose. Il y a eu une déconstruction des deux côtés. Il y a eu un apprentissage. Et moi, je suis fière aujourd'hui que Singa soit une organisation dans laquelle on parle de ces choses-là. On déconstruit ensemble. Quand une personne se sent victime de sexisme, elle le dit. Et c'était pas évident au départ. En 2012, je rappelle qu'on considérait que le harcèlement de rue, c'était de la drague. Donc, la culture n'était pas pareille. Et moi, je me sens très privilégiée et très heureuse d'avoir travaillé, et encore aujourd'hui avec l'Académie, être entourée, et moi entourée, des personnes qui font aussi ce travail de déconstruction. Je pense à Guillaume Capel, qui était mon associé à Singa. C'est le mec le plus empathique que je connaisse et qui entend les choses et qui les vit très bien. Donc, c'est pas gagné, mais il y a toujours un apprentissage. La vraie question, c'est qui est prêt à aller au bout de cet apprentissage.
Dans un livre que tu connais, parce qu'on en a parlé juste avant, d'Adam, dont je suis absolument incapable de prononcer son nom de famille, mais c'est pas très grave. Tu mettras un sous-titre. Voilà, je le mettrai en sous-titre. Il dit que le pouvoir, ça rend sourd et ça enlève l'empathie. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as pu observer dans les différentes sphères et on reparlera aussi de comment tu as pu rencontrer Barack Obama, parce qu'on n'a pas abordé le point, mais que ce soit de Barack Obama jusqu'à des personnes que tu as pu croiser au quotidien. Est-ce que tu as senti ça, c'est-à-dire que le pouvoir rendait un peu sourd? Ce sont des conversations qu'on a énormément avec mon associé Mishka Benjo à l'Académie. C'est quoi la conquête du pouvoir et c'est quoi l'exercice du pouvoir et qu'est-ce qu'on tire de l'expérience des personnes qui l'ont exercé et qui l'ont conquis et qui, encore aujourd'hui, peuvent être au pouvoir. On a beaucoup d'intervenants, que ce soit américains, on a rencontré des députés américains, la directrice du renseignement, des personnes qui ont travaillé à la Maison-Blanche aux côtés d'Obama, Biden, etc. Et on a fait les mêmes rencontres en France. Donc Benoît Hamon qui nous a parlé de son expérience de ministre, puis de candidat au présidentiel, puis de la gestion de l'ego. Najat Vallaud-Belkacem, François Hollande. Il n'y en a pas un qu'on n'a pas questionné là-dessus. Genre, est-ce qu'à un moment, tu as perdu pied? Et puis, il n'y en a pas un qui a dit... ils sont tous d'accord pour dire oui. Il y a un moment où j'ai perdu pied. Il y a eu un moment où l'hubris est devenu trop fort. Et il y a des moments où j'ai eu des échecs qui étaient liés à ça de manière directe. Je pense que de toute façon, tu arrives au pouvoir, tu peux te retrouver sourd, tu peux te retrouver à prendre de très mauvaises décisions parce que tu penses que tu as raison et que les autres ont tort. C'est un apprentissage permanent. Et je sais pas, moi j'aimerais bien que justement les personnes qui se retrouvent dans des grosses positions de pouvoir soient dès le départ câblées, outillées, mais aussi accompagnées par leur communauté originelle. Et il y a un truc très ontologique là-dessus avec l'Académie, c'est que la plupart des personnes qui font partie de l'Académie ne sont pas des personnes privilégiées. Certains me disent, moi, on m'a demandé de choisir dès le départ entre être musulman ou la France. Moi, j'ai bouffé... je suis enfant d'ouvrier, je viens des quartiers, j'ai vu des gens se faire tuer par des flics à cause de leur couleur de peau, des gamins. Donc, dès le départ, il y a ça, quoi. Il y a cette expérience qui est charnelle, qui est ontologique. Et je pense que si on avait plus de personnes, justement, qui ont vécu dans leur chair presque cette réalité de terrain, qui se retrouvaient dans des enjeux de pouvoir, il y aurait peut-être moins de surdité, parce que ce serait dans leur ADN, en fait. Est-ce que tu crois, si je fais le lien avec l'entreprise, qu'un leader dans une entreprise devrait un petit peu... J'avais appris ça quand j'étais à l'école, ça se trouve, c'est plus du tout vrai, mais au Japon, ils sont censés passer par toutes les étapes même si tu es censé rentrer au COMEX, tu repasses ouvrier, et puis tu fais une sorte de stage comme ça pendant X mois avant de passer... vraiment à ton poste. Est-ce que tu penses qu'un leader devrait justement, c'est pas une histoire de passer 2 heures au service client pour voir comment ça se passe, mais plutôt vraiment faire le taf et pour savoir justement, les gens les personnes avec lesquelles il va collaborer, c'est quoi leur quotidien, c'est quoi leur vie? Évidemment. Mais comme tu le soulignes, pas que ce soit symbolique, ni ingrat, par ailleurs. Parce que il y a des personnes qui peuvent être dans des très hauts niveaux dans l'entreprise et qui peuvent retourner sur d'autres postes, on va dire en bas de l'échelle, parce que malheureusement, le système capitaliste fait qu'il y a une pyramide et une échelle. Mais on est tous bons à quelque chose, tu vois. Moi, tu me demandes demain d'aller tracter. Je ne sais pas si je serais très bonne à ça, je ne sais pas si j'y prendrais du plaisir. Après, tu me demandes de passer des coups de fil pour aider dans une campagne et appeler des gens. Ça, j'aurais plus d'appétence à le faire. Donc, pas le faire n'importe comment et trouver là où chacun peut avoir le talent, le truc. Ça peut être l'aisance, l'intelligence émotionnelle, ça peut être l'énergie, ça peut être l'énergie physique, ça peut être plein de trucs. Donc, oui, mais il faut que ce soit adapté et pas symbolique. On n'a pas envie d'avoir du washing de patron d'entreprise comme ça, cette émission télévisée stupide. Qui prennent la place de la personne qui est secrétaire. Oui, bien sûr. Ouais. Et parce que c'est pour une émission et que ça sert à rien. Ça sert à rien. Oui, c'est pour faire du fric et de l'audience. C'est ça. Tu peux nous raconter comment tu as rencontré Barack Obama
Et ensuite, je te poserai des questions sur les futurs leaders. Qu'est-ce que ça veut dire un futur leader? Et du coup, aussi sur des conseils pratiques sur, concrètement, comment tu fais pour gérer ton ego, etc. Mais d'abord, comment tu as rencontré Barack Obama? Alors... Par où on commence? Moi, j'ai été contactée par la Fondation Obama quand il a lancé. Pour reprendre le contexte, Trump venait d'être élu. Obama et ses équipes et son entourage proche avaient dirigé les États-Unis et donc indirectement le monde pendant 8 ans, avec des choix, des bons ou des mauvais, quoi. Quand tu vois en quelques jours toute ta vie, tout ce pourquoi tu as travaillé pendant des années s'effondrer par la faute d'une personne qui aurait clairement besoin de conseils en santé mentale, ça pose la question de OK, comment je peux faire pour vraiment aller au bout de l'impact que j'ai envie d'avoir. Donc, ce qu'a voulu faire Barack Obama, c'est de monter une fondation pour accompagner ou outiller des activistes, des gens qui se battent au quotidien pour un monde meilleur et pour les valeurs que lui apportait à travers tout un tas de programmes. Et il s'avère que la fondation venait de naître quand ils m'ont contacté. À l'époque, il n'y avait pas de candidature ou quoi, ils avaient identifié des gens. Et ils m'ont proposé de faire cette expérience d'1 an aux États-Unis, à New York, un peu à la carte, avec tout ce réseau, ex-réseau de la Maison-Blanche et le réseau de l'Université de Columbia. Tu dis pas non, hein. Ah, je sais pas. Ouais, voilà. J'ai piscine. Ça se refuse pas. C'était une année sabbatique, tout frais payé en plus. C'est quand même d'une grande valeur aussi financière. Je suis partie à New York avec ma famille pendant 1 an. Et puis, la première rencontre, parce qu'il y en a eu plusieurs, ils nous ont pas dit déjà qu'on allait le rencontrer. Il y avait un trou dans l'agenda avec écrit « rencontre surprise ». Oh. Qu'est-ce que ça peut être? En revanche, ils arrivent et ils nous disent, on est à Chicago à ce moment-là, en déplacement, et on est 12 de la promo, et ils nous disent, vous nous donnez vos téléphones, vos ordinateurs, tout, le président arrive. Ok. Vous restez à vos sièges, si vous vous levez, le Secret Service vous plaque au sol, donc tu bouges pas. Ah ouais. T'es assis, t'as pas ton téléphone, t'entends les sirènes arriver, et puis il y a une scénarisation qui est très forte en plus dans ça. C'est un peu Dieu arrive, quoi. Puis voilà, et puis il arrive, et puis hey. Et le mec, il dit hey. Je pense que Bush n'aurait pas fait ça. Sans doute pas. Et là, on a passé 3 heures, et c'est pour ça qu'on n'avait pas nos téléphones, parce qu'on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait. Et très vite, tu poses des questions compliquées, parce que moi, ayant travaillé les 8 dernières années aux côtés de personnes syriennes, russes, afghanes, c'est eux que j'ai en tête. Bien sûr. Tu vois, toute la scénographie, oui, c'est Barack Obama, on a des étoiles dans les yeux, mais derrière, il y a mes potes, il y a leur famille, il y a leurs morts. Ça, c'était pour moi quelque chose de très, très puissant, parce qu'il y avait cette dualité entre mon activisme, mes engagements et le pouvoir. Et moi, à cet endroit-là, qu'est-ce que je fais de cet endroit-là? Je fais quoi de ce moment-là? Eh j'apprends. Enfin, je suis pas là pour contester, tu vois. T'as Barack Obama en face de toi pendant 3 heures, tu vas dire c'est dégueulasse ce que t'as fait en Syrie. Il le sait. Enfin, il le sait. Je peux le rappeler de façon plus subtile. Mais les questions que tu peux poser, c'est quoi ta boussole éthique quand tu prends ce type de décision? Tu vois, quand tu dois appuyer sur le bouton du drone qui va aller tuer des gens, et tu sais pas s'il y a des enfants ou s'il y a des terroristes dans le village. Sur quoi tu fondes ces décisions? Et ça, tous les échanges du monde avec Barack Obama pourront pas répondre pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui nous appartient à chacun. Et en rentrant, c'est pour ça que moi, j'ai voulu quitter Singa et monter cette académie avec Mishka, qui est français mais qui vit aux États-Unis. On s'est dit, si on veut vraiment une nouvelle génération politique, c'est cette boussole-là, c'est ça qu'il faut aiguiser. C'est dans ce sens-là qu'il faut être sharp. Et alors du coup, c'est quoi un futur leader? Enfin, un futur leader politique, parce que toi, c'est vraiment sur cette question politique, et réinventer la classe politique, sujet hautement d'actualité. C'est quoi pour toi un futur leader? Donc d'abord, tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a été sur le terrain.
Et derrière, ce qui va être intéressant, c'est de discuter des apprentissages que tu as eus pendant cette année aussi dans cette académie avec Obama et les équipes d'Obama de manière générale. Qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce que du coup tu as envie de transmettre Il y a plusieurs choses. Alors, il y a ce que moi j'apporte, il y a ce que mon associé apporte. On a tous les deux des visions différentes. Lui, il a fait campagne pour Obama, mais aussi de Blasio, Alexandria Ocasio-Cortez. Il est proche de Justice Democrats, Brand New Congress, qui ont fait élire cette nouvelle génération de femmes députées radicales. Et moi, c'est beaucoup plus institutionnel, ce que j'ai appris avec Obama. Ça ressemble à quoi un futur leader ? On s'est mis d'accord très vite qu'il y avait 3 mots très forts. C'est l'éthique, dont je parlais tout à l'heure. L'éthique, c'est fondamental. L'intégrité. Comment tu fais pour pas te corrompre tes valeurs, aussi trahir ta communauté. Et l'empathie, qu'on peut aussi jumeler avec la compassion, qui sont des termes assez forts, parce que quand tu te retrouves... leader, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dirigeant en français. C'est moins sexy, c'est pas la même... Puis je crois qu'il n'y a pas la même connotation. Mais quand tu te retrouves justement responsable, en tout cas, justement d'un pays ou d'une ville ou d'un département, il y a forcément des gens qui t'aiment pas. Mais toi, tu dois ressentir de la compassion pour eux. Et tu dois t'entraîner à ressentir de la compassion pour eux. C'est pas toujours simple, surtout à l'ère des réseaux sociaux, quand on reçoit des menaces de mort, quand on a des gens qui viennent en pas de chez nous pour menacer nos enfants, notre famille, et taguer les bureaux des permanences. C'est pas évident de se dire, de pas ressentir de la colère ou de la haine. Et on est très surpris parce que ça fait... là, on est presque à la fin de la première promo de l'académie. Il y a 3 jours de cours par semaine, toute la journée, qui nous font quand même sacrément confiance, les participants, qui viennent de partout en France, qui ont quitté leur famille, leurs emplois pour faire ce programme. Ils nous disent tous, la grosse plus-value de l'académie, c'est ce côté compassion, empathie, santé mentale, développement personnel. Ils sont super contents d'avoir des cours, de faire des rencontres, d'avoir du network. On vient de rentrer de Washington et de New York, donc c'est chouette, mais ils disent non, c'est ça là, la plus-value de l'académie, parce que si on doit avoir une nouvelle génération politique, elle a sacrément besoin de travailler sa compassion, en fait. Et ils se posent eux-mêmes ça comme boussole, à ma plus grande surprise aussi. Mais c'est ça qui ressort comme étant fondamental. J'avais participé à une conférence, c'est un grand mot, j'étais spectateur, d'une conférence d'Édouard Philippe, dans un cadre un peu privilégié. Et il disait, l'une des choses les plus difficiles quand on est politique, finalement, c'est de prendre des décisions en sachant que... En fait, plutôt non. Ce qui est vraiment difficile, c'était... il y a des bonnes décisions à prendre, tu le sais, et pourtant tu ne vas pas les prendre. Parce que, voilà, le contexte... L'éthique personnelle et l'éthique professionnelle. Exactement. C'est quelque chose qui nous a été beaucoup pointé aux États-Unis. Ça. Exactement. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un leader politique d'entreprise, quelle que soit sa position, pour... justement, ne pas perdre cette boussole, tu vois, de l'éthique. Comment tu disais, c'est hautement personnel, mais il y a quand même sans doute un moyen de se le rappeler. Est-ce que tu as besoin d'un contre-pouvoir ? Comment tu le gérerais ? Quel conseil tu donnerais ? En entreprise ? Entreprise ou politique, c'est l'un ou l'autre, de toute façon, ça revient même. Je sais pas, parce que je trouve ça intéressant, ta notion de contre-pouvoir. Aux États-Unis, il y a ce modèle du public advocate qui représentera toujours l'intérêt général des citoyens et qui n'est pas forcément dans le système institutionnel, mais dont la voix porte et est écoutée. En France, on n'a pas forcément ça. On a un système... L'Assemblée nationale. Oui, non, mais ça, c'est l'institution. Tu vois, t'es élu et tout, mais il n'y a pas un public advocate qui vient pour dire « attention, là, tu peux corrompre un certain nombre de principes. » Enfin, après, tu as les institutions qui sont là pour faire ce contre-pouvoir. Mais je crois qu'il y a quand même cet enjeu d'avoir toujours autour de toi, et pas forcément des gens que tu vas considérer comme tes amis, des garde-fous, des alliés qui te voient, qui voient ton intérêt, qui peut comprendre pourquoi tu vas prendre ce type de décision et qui va dire « attention, là, tu peux... voilà les enjeux derrière, voilà le big picture ». Et protégeons plutôt les intérêts collectifs, les intérêts du bien commun, avec ce grand tableau et ta vision systémique et tes 30 prochaines années, peu importe tes indicateurs finalement. Mais avoir cet entourage-là,
Et je crois que... il y a une phrase qui me marque beaucoup, qu'on utilisait beaucoup à Singa, c'était « Tu peux te retrouver dans des gros enjeux, mais c'est l'ego au service de l'objectif, et pas l'objectif au service de ton ego. » Et ça, il faut toujours être vigilant à ça, parce qu'on peut tous vriller. Et ça, pareil, comment tu fais le point? Parce qu'en fait, l'ego, c'est vraiment quelque chose... On en a tous, c'est pas un problème d'avoir de l'ego. Le problème, c'est évidemment quand ton ego, il prend le dessus sur le reste. Ce qui arrive de manière assez systématique, je pense, pour n'importe quel leader. Donc la question, c'est pas de savoir si oui ou non. Je pense que c'est oui pour tout le monde. La question, c'est, encore une fois, comment tu fais pour gérer ça? Pour bien le canaliser, en fait. On revient à ce qu'on se disait au début. Tu prends des claques, mais tu acceptes de prendre des claques. Ça ne veut pas dire que tu es masochiste et que tu vas foncer dans les claques. Hein. Mais il faut accepter, quoi. Et pas continuer de foncer tête baissée en permanence. Et parfois, ça peut être très violent parce que ça remet en question beaucoup de nos fondamentaux, ça remet en question beaucoup de nos bases, ça remet en question même notre propre structure. C'est moi, là. C'est mon corps, c'est ma souffrance. Et accepter ça, je crois que c'est le plus grand pas. Et une question que je ne t'ai pas posée, mais en même temps qui est hyper importante. Est-ce que tu penses, parce que tu fais l'Académie des futurs leaders, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, prenons Macron et Mélenchon, bon peut-être pas Le Pen, parce que je ne suis pas sûr que ce soit, mais ces personnes-là, et on va travailler avec eux, leur permettre de s'améliorer, entre guillemets. Est-ce que ça, c'est pas envisageable ou est-ce qu'il faut réinventer? C'est une très bonne idée. Hein. Je vais en parler à Mishka et on verra si on peut en faire un business model. Hein. Parce que ce sera probablement plus rentable que ce qu'on est en train de faire. C'est sûr. Non, écoute, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut transformer les personnes qui sont férues et habituées de pouvoir et de politique? Tu sais, j'ai l'impression qu'on est face à des candidats qui sont déjà vieux, à peine déclarés. Donc en fait, je crois qu'il faut malheureusement aller à la racine. Les personnes qui font partie de l'Académie n'ont pas encore d'expérience politique. Et s'ils en ont une, elle est très récente. Tu vois, il y a Maxime Le Texier à Toulouse qui a fondé Archipel Citoyen, Fanny Bénard qui est adjointe à la mairie de Paris dans le 18e sur la démocratie. C'est plus récent, c'est plus nouveau et ils veulent réinventer les choses. Et d'autres pas du tout. Et qui se posent encore cette question. Je pense à Ismaël Lemouel qui a fondé Hello Asso, qui est un peu le gourou de la tech for good en France et qui aujourd'hui veut se positionner sur des sujets de fond, sur les débats de méritocratie, d'égalité des chances, la question des transfuges de classe. Et même lui, il dit, être candidat, non. Mais être peut-être un des cerveaux derrière un candidat et derrière un mouvement, ça m'intéresse. Donc on est un peu au début de quelque chose. Moi, c'est pas juste les futurs leaders, l'enjeu. C'est le futur de notre pays, c'est le futur de ce continent, c'est le futur de la planète. T'as un taré qui vient de lancer une guerre en Ukraine. On est probablement tous en danger face aux pénuries qui vont arriver, crise économique. On va même plus parler de la pandémie, là c'est déjà has-been. Démocratie en péril absolu, montée des extrêmes, débat sempiternel entre un candidat progressiste et une identitaire. Le sujet, c'est pas qui va être le prochain président. Le sujet, c'est comment toutes les forces politiques qui arrivent, qui vont prendre le relais, sauront toutes incarner les valeurs dont toi et moi, on est en train de parler. C'est même pas une question de gauche et de droite à ce niveau-là. Non, bien sûr. Bien sûr. Tu parlais tout à l'heure de santé mentale. Je pense que c'est une question qui touche tout le monde. Enfin, c'est pas, je pense, c'est une évidence. Hein. On parle même, on parlait de Sama Garaki, elle parle de pandémie de santé mentale. Ouais, elle est intervenante avec nous. Elle a 100%, c'est top rating pour les participants. Elle est intervenue sur Vlan, pour le coup, elle, comme toi d'ailleurs. Elle parle de pandémie de santé mentale. On sait qu'il va y avoir une énorme problématique de santé mentale, parce que beaucoup d'incertitudes. C'est quoi pas ta routine, tu vois, je ne vais certainement pas te poser la question de la routine, mais plutôt ce que tu as remarqué qui fonctionnait bien chez toi pour gérer cette santé mentale. C'est-à-dire je vais te dire, Greg, là, ces 8 derniers mois, j'ai quitté Singa, donc j'ai vécu un deuil un peu plus violent que ce que je pensais. Et puis pourtant, je voulais quitter Singa, c'était prévu.
Il y a eu le recrutement de Benoît Hamon. Enfin, tout ça s'est bien passé, mais c'était dur. Après, j'ai participé aux évacuations avec tout un groupe de personnes extraordinaires de Singa, justement, aux évacuations d'Afghanistan. Ensuite, je me suis séparée de mon conjoint. J'ai eu une maladie assez forte qui s'appelle la myocardite, qui est un des effets secondaires du vaccin. Il y a eu l'académie qu'il faut lancer, qu'il faut tenir, parce que financièrement, ça marche, mais ça marchouille, parce que c'est tout nouveau et qu'on est sur un narratif nouveau. On est sur une nouvelle aventure. Je ne vais pas te dire que je vais très bien. Donc, est-ce que j'ai une routine? Est-ce que j'ai une discipline? Franchement, là, j'ai tout lâché. Et comme diraient tous les coachs du monde, c'est OK. Il n'y a pas de règle, en fait. Tout ça pour dire. Il n'y a pas de règle du tout. C'est pas grave. En ce moment, je ne m'applique pas les principes que je prône ou que je mets en place à l'académie. Mais je sais que ça va revenir. En fait, ce que je disais au départ, quoi. Le plus dur, c'est de se remettre à faire du vélo. Et en même temps, moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que peut-être qu'un des principes dont tu n'as même pas nécessairement conscience, parce que tu ne le dis pas, simplement d'avoir le courage de se dire, bah ouais, là, ça va pas très bien, en fait. En fait, c'est pas grave. Mais bon, bah là, oui, effectivement... Je veux dire, s'il y a un principe que je respecte toujours, c'est de savoir sur qui je peux compter et pas hésiter à prendre mon téléphone et les appeler. Et parfois, ça peut prendre des semaines. Ouais, oui, bien sûr. Parce que c'est un petit peu compliqué. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge. C'est combien de personnes qui sont dans l'académie? Une douzaine. Donc 12 membres. Ouais. Donc tu as cité quelques noms tout à l'heure. Et qu'il faut emmener, qu'il faut motiver. Et il faut les emmener à un point, entre guillemets. Je sais pas si c'est un point de Alors, je sais pas si on les emmène. Ils savent, comme je dis, certains pas encore exactement, d'autres de façon plus précise. C'est juste qu'on essaie de leur apporter des choses quand il y a un trou dans la raquette. Et pour citer encore un nom, moi je suis en admiration profonde devant eux. C'est une claque quotidienne et permanente et de la détermination des personnes, notamment qui sont candidates aux élections législatives. L'une d'entre elles, que je t'invite vraiment à inviter sur ce plateau, Sana Saïtouli, qui a 40 ans, mère de 3 enfants, c'est sa 3e campagne, elle a fait la mairie et puis régionale à Cergy, soutenue par tout Cergy, et qui dit moi j'en ai un petit peu marre en fait d'être cataloguée comme la meuf des quartiers, tout de suite on me met le hashtag islam, voile, etc. Alors que c'est tellement plus que ça, c'est elle qui depuis 20 ans sur le terrain résout tous les problèmes de tout le monde. Or aujourd'hui, moi c'est pas l'emmener, Sana, tu vois. C'est pas la former. Ouais, elle est là où elle doit être, mais ce qui lui manque, c'est d'être élue à l'Assemblée, c'est de devenir députée, c'est de pouvoir avoir les moyens de ses ambitions. Parce que c'est des gens qui sont brillantissimes, qui sont légitimes, qui sont crédibles, qui ont tout. Maintenant, comment on fait en sorte qu'ils aient les moyens de leurs ambitions? Tu penses que... Il y a des qualités qu'on peut donner à un bon leader ou une bonne leaderesse, non? Leader, ça se dit pas au féminin. Écriture inclusive. Qu'il y a des moyens? Non, est-ce qu'il y a des qualités, tu penses qu'on pourrait... L'empathie, tu as dit tout à l'heure, évidemment. Est-ce qu'il y en a d'autres? La détermination, parce qu'en fait, tu t'en rends pas nécessairement compte, mais toi, tu as énormément de détermination aussi. On peut pas dire l'inverse, tu vois. Tu fais 10 ans d'engagement, c'est énorme. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que tu... il y a la gestion de l'ego. Je ne sais pas si c'est une qualité, la gestion de l'ego. Je crois que ça s'apprend pour tout le monde. L'humilité. Mais ça rejoint la gestion de l'ego. Mais cultiver l'humilité. Et puis, je pense que c'est quand même aussi parfois naturel, quoi. L'humilité, tout simplement, pas juste parce qu'on se dit « je ne vais pas prendre la grosse tête ». Mais l'humilité de se dire, les gens que je sers, et leurs causes, et leurs rêves sont plus importants que moi et ma personne. Et ça reboucle avec des gens comme Barack Obama, mais aussi tous les grands leaders du XXe siècle. De se dire, en fait, c'est pas eux dont il est question. C'est les millions de gens qu'il y a derrière et qui y croient. Et cette humilité-là, elle est très, très, très importante et elle est là. Mais il faut savoir la cultiver, Ouais, et en même temps, ce que tu disais, Barack Obama, il n'a pas pris que des bonnes décisions. Il y a, en tout cas, par exemple, il y a plein de décisions sur les armes à feu, etc., qu'on aurait aimé, qu'on pensait
voilà, qu'il allait faire passer. Finalement, en 8 ans, il les a jamais fait passer. Donc, Mais tout n'est pas good or bad ou blanc ou noir, hein, surtout dans ces univers-là. Et je pense d'ailleurs, je sais qu'il y a certaines décisions que l'administration Obama a prises où, en les prenant, Barack Obama n'était pas d'accord lui-même. Ne pas intervenir en Syrie, c'est une conversation que j'ai eue avec lui un certain nombre de fois. Il dit, le Congrès ne voulait pas, j'ai respecté le Congrès, parce que je ne voulais pas faire Bush, je ne voulais pas être Bush, parce que Bush, c'est pas lui qui le dit, ça c'est moi, mais devrait être poursuivi pour crime contre l'humanité sur ce qu'il a fait en Irak. Et il s'est dit, je ne vais pas le faire. Et il savait que derrière, il y allait avoir des centaines de millions de personnes qui allaient être impactées, tuées ou déplacées. C'est pas toujours blanc ou noir, mais ouais, avoir l'humilité et puis la boussole éthique, quoi. Parce que ce que tu disais, comment tu gardes ta boussole éthique. Si tu devais donner, je sais pas, 3 conseils aux membres justement de l'académie, tu vois, avec lesquels ils vont repartir, tu dirais. C'est compliqué d'avoir cette prétention. Ouais, bon. Mais... Non, je veux dire, moi je fais pas cours à l'académie, tu vois. Non, bien sûr. Ça t'organise. Ouais, et puis, enfin, je fais des partages d'expériences. On a parlé d'Afghanistan, on a parlé d'Ukraine aussi, parce que Mishka, moi et 2 des participants, on est partis en Pologne, à la frontière ukrainienne, pour apporter du matériel et faire des évacuations. Ensuite, ça aboutit sur la création d'une asso tenue par Clélia Compas, justement de l'académie, qui aujourd'hui gère des évacuations depuis la Pologne vers la France. C'est pas moi qui dit c'est comme si, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc je sais pas si j'aurais la prétention de donner des conseils, si ce n'est rester authentique et écouter les gens qui vous mettent des claques et qui vous disent que vous vous trompez. Et en même temps, ce que tu dis, c'est, enfin moi je trouve ça hyper fort. En fait, tu te rends pas nécessairement compte, mais en fait, l'humilité, enfin tu vois tous ces trucs-là, le fait de garder ta boussole éthique, le fait d'être dans l'action aussi, parce que on pourrait se dire finalement, après tout, tu vas plus aller justement à la frontière ukrainienne avec la Pologne. Tu vas plus faire ce genre de choses, et en fait tu continues. Enfin, c'est-à-dire que tu es quand même dans l'action, quoi. C'est-à-dire que tu gardes les mains entre guillemets dans le cambouis. Ouais, mais les personnes avec qui je l'ai fait aussi, tu vois, enfin, on s'est tous dit, c'est pas possible, on n'a pas le temps, on n'a pas le fric, on peut pas y aller, c'est de la folie, etc. On l'a fait. Ça aurait pu mal se passer, ça aurait pu aussi être un vulgaire tourisme humanitaire, hein, d'une certaine manière, sûr, tout ce que moi je déteste. Ça s'est pas passé comme ça, et ça s'est bien passé, et j'espère que ça va continuer à se passer, et ça a créé des vocations, comme pour Clélia. Donc... ouais, ça en dit beaucoup sur les barrières mentales que tu te mets toute la journée en disant non, c'est pas possible, machin. Et le fait que parfois tu sautes dans un truc, tu te poses pas la question. Et tu vas. Ouais, tu fonces. Je change de sujet, mais je voudrais juste savoir, que je t'ai pas posé la question, c'est quoi ta vision du monde économique, des entreprises et des leaders de boîtes en fait? Je crois que le capitalisme est cassé, qu'il faut le réparer et qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui qui s'attelle à ce travail. Il y en a. Est-ce qu'ils sont systémiques, ces gens qui essayent de changer les choses? Non. Le système fait qu'aujourd'hui, on est dans un système capitaliste qui est cassé, qui tue, qui détruit des vies, psychologiquement, physiquement, bien sûr, qui détruit des vies dans les cas les plus radicaux et dans plein de parties du monde, ou dans notre pays, quand il s'agit des entrepôts Amazon, mais aussi qui déstabilise et qui crée de mauvais modèles et qui pandémie de santé mentale, quoi. Enfin, tout est lié. Ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on a un véritable enjeu dans cette réparation et que personne ne s'y attelle. Il n'y a pas, selon moi, d'incarnation politique de l'alternative. Et on a eu une intervention à l'Académie d'un économiste qui s'appelle Sergueï Gouriv, qui est russe, qui a fui la Russie, qui est économiste à la Banque mondiale et enseignant à Sciences Po, qui nous parlait des tendances démocratie et économique. Est-ce que la démocratie entraîne une augmentation du PIB? Est-ce que l'augmentation du PIB entraîne la démocratie? On ne sait pas trop, mais il y a plein de pour et de contre. Et puis quelqu'un dans la salle, notamment Anne Pédron, qui est historienne, prof en lycée à Nantes, dit « Mais la sobriété, la décroissance, est-ce qu'on peut parler de ça ?» Et Sergueï, il regarde d'un revers de l'âme, il dit « Mais ça n'existe pas. » Et on s'est tous retrouvés un peu comme des cons. Tiens, nous, on se bat pour ça.
Il dit, bah oui les gars, mais c'est pas systémique encore. Moi je vous parle de méga trend. Et ce qui m'agace, c'est que on est peut-être on est clairement des millions, des milliards à souffrir d'un capitalisme cassé, mais on n'est qu'une poignée à se battre pour le réparer. Et t'as un enjeu d'action, t'as un enjeu de récit, t'as un enjeu de narratif, t'as un enjeu politique, mais il y a tout ce qui est métapolitique autour. Et on est bien à la traîne. Donc peut-être qu'il faudra créer une académie des leaders économiques, quelque part. Inch'Allah. Merci beaucoup, Alice. Merci Greg.